Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Et à tous, c'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Santé de la mère, santé de l'enfant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important et sensible, le refus d'assistance aux victimes de violences gynécologiques et obstétricales, une violation flagrante des droits humains. Pour en parler, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, Annick Nonoou. Elle est sage-femme, juriste, spécialiste en droits humains, experte en droit de la santé, lanceuse d'alerte sur les violences gynécologiques et obstétricales, fondatrice du réseau des soignants amis des patients. Bonjour Annick, comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour madame la journaliste. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Pour commencer, dites-nous ce qu'on entend par violence gynécologique et obstétricale. Quand on parle de violence gynécologique et obstétricale, on se réfère à des actes, à des comportements, à des abstentions ou à des omissions qui infantilisent la femme, qui conduisent à l'appropriation de son corps ou à un traitement déshumanisant. Si nous rentrons dans la littérature, il y a assez de définitions. Mais celle-là que je viens de vous donner fait la synthèse des autres définitions. D'accord. Ces violences peuvent prendre de nombreuses formes. Et quelles sont donc les différentes formes de violences gynécologiques, obstétricales que nous avons? Par rapport aux formes de violences gynécologiques et obstétricales que nous avons l'habitude de citer les pratiques violentes qui sont à réprimer. Pour citer ces pratiques, nous irons sur le terrain obstétrical et après nous allons parler des violences gynécologiques. Quand nous prenons le domaine obstétrical, ça concerne la femme enceinte ou la femme en travail ou la femme qui a accouché. Et à ce niveau, nous allons donner quelques exemples de pratiques violentes qui sont à bannir et qu'on classe dans les violences obstétricales. La première pratique qui est très populaire, méconnue, toujours utilisée presque à 98% en milieu sanitaire, c'est la position gynécologique. Le fait de mettre la femme en position couchée pendant qu'elle vient en consultation prénatale ou pendant qu'elle veut accoucher. La femme ne devrait jamais adopter cette position parce qu'il s'agit d'une position dangereuse. Une position violente, une position très inconfortable qui entraîne des conséquences négatives sur la santé. Mais vous allez voir dans les maternités, cette position est systématiquement adoptée. C'est une position à bannir. Et si nous allons plus loin, nous pouvons évoquer l'épisiotomie qui est régulièrement réalisée sans même le consentement de la femme. Vous voyez, quand nous prenons un commerçant par exemple, et vous prenez même un simple carton du commerçant que vous déchirez dans son dos, et il va réagir violemment parce que vous avez porté atteinte à son bien matériel. Mais on se pose la question de savoir comment se fait-il que dans le domaine obstétrical, qu'on puisse avoir le courage de couper le sexe, le périnée de la femme, sans lui en parler. Mais c'est des pratiques qu'on nous a apprises à l'école, mais qui sont des pratiques à bannir. Le fait de couper le périnée qu'on appelle l'épisiotomie est une violence obstétricale. L'application de ventouses, la césarienne abusive,
L'expression abdominale, vous allez constater que parfois on dit ah, la femme n'a plus la force de pousser. On cherche un monsieur qui grimpe sur la table, qui appuie le ventre de la femme pour qu'elle puisse accoucher. Toutes ces pratiques sont violentes et sont classées dans les violences obstétricales. Il y a le refus d'admission du conjoint en salle de naissance. Vous allez voir dans les maternités, quand le mari amène sa femme, tous ceux ont dit non, les hommes ne rentrent pas ici, restez au dehors. Or, normalement, pour les normes humanistes, par rapport aux normes humanistes, la femme doit être assistée par son conjoint. Ou si le milieu ne permet pas, la salle ne permet pas, il n'y a pas de séparation, elle doit être assistée au moins par une femme. On n'abandonne pas une femme en travail toute seule. Quand nous prenons le naissant, parce que quand nous parlons de violence obstétricale, ça ne concerne pas que la femme qui est enceinte. Vous allez constater que la plupart du temps, quand le bébé est né, pour attraper le bébé, la sage-femme, le gynécologue prend le bébé par les pieds, la tête en bas. C'est une position inconfortable qui entraîne l'hémorragie intracrânienne et beaucoup de conséquences. Donc c'est une violence obstétricale à l'endroit du naissant. Le bébé qui naît ne doit pas être éloigné de sa mère s'il n'est pas malade. Donc vous allez voir systématiquement, on l'envoie dans une autre salle ou en néonatologie ou sur la table chauffante, alors que la place privilégiée du nouveau-né, c'est la poitrine de sa mère. Donc il y a de ces actes violents que nous posons, qui sont classés dans les violences obstétricales. Nous allons parler un peu des violences gynécologiques. Les touchés vaginaux, les poses de spéculum non consentis ou traumatisants constituent des violences gynécologiques. On parle de violences gynécologiques quand la femme n'est pas enceinte. Un autre exemple qui pourrait vous étonner, le fait de vérifier la virginité d'une jeune fille est une violence gynécologique. Ça porte atteinte à son intégrité mentale. Et c'est pas normal, parce que c'est son corps. On ne devait pas aller vérifier la virginité sur son corps. Un autre exemple de violence gynécologique, c'est le fait que au niveau des petites filles victimes de viol, ou même d'adultes victimes de viol, qu'on demande à ce que le gynécologue fasse son examen, essaie de dessiner le sexe de la femme, essaie d'apprécier l'hymen, toute chose qui entraîne des douleurs et qui constituent des pratiques des pratiques qui ne respectent pas le corps de la femme. Mais vous allez constater que ce sont des pratiques qui sont inscrites dans les protocoles. Parce que présentement, en Afrique, quand il y a une victime de viol, le réflexe est de l'envoyer en consultation pour qu'on établisse le certificat médical. Et avant de faire le certificat médical, c'est qu'on se base sur des pratiques violentes qui sont classées dans les violences gynécologiques. D'accord. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que le fait de se coucher sur le dos pour accoucher est également une violence obstétricale. Oui. Et quelles sont donc les conséquences que cela peut engendrer sur le corps de la femme? Une femme qui accouche sur le dos. Une femme qui se couche, vous allez constater quand la femme est couchée sur le dos et qu'elle est en travail, si vous regardez, si on a le schéma de l'anatomie en tête, et le schéma de la colonne vertébrale jusqu'au bassin, vous allez constater qu'au niveau du creux lombaire, c'est qu'il y a un axe, disons il y a un os que nous on appelle le promontoire. Les autres n'ont pas besoin de connaître le nom, mais c'est que dans la position couchée, l'os qu'on appelle le promontoire est sagnant en haut. Voilà que la femme est couchée sur le dos, l'utérus est dans son abdomen, mais le bébé, le nouveau-né, le naissant qui doit faire des mouvements pour rentrer dans le bassin, se trouve confronté à cet obstacle. La tête du bébé va buter contre le promontoire, cet os qui est saillant. Et si la femme n'a pas un bassin large, c'est que ça va entraîner d'office de souffrance fœtale. Parce que l'enfant, le naissant en faisant ces mouvements peut se fatiguer et chier dans l'eau. Il va émettre le méconium. On va parler de souffrance fœtale. Mais en dehors de ça, il y a le poids de l'utérus qui agit qui aplatit les vaisseaux sanguins et qui ne facilite pas les échanges fœto-maternels. Toute chose qui réduit le flux d'oxygène ou le flux sanguin tant vers la mère que vers le bébé. Et on peut assister à une souffrance maternelle ou à une souffrance fœtale. L'autre chose, cette position est très douloureuse et rend les contractions
plus douloureuse et inefficace. Plus la dame est en position couchée, plus elle a mal, le col va s'épaissir, le col ne va pas vite se dilater, le travail d'accouchement sera long et ça va mal finir. Et le fait que les contractions sont intenses et que le travail est long entraînera par la suite une hémorragie de la délivrance. Donc, quand on met tout ça ensemble, il y a beaucoup d'autres conséquences que je ne veux pas citer ici. Mais quand on met tout ça ensemble, on voit que c'est faire souffrir inutilement la femme que de la mettre en position couchée. Alors qu'on sait très bien que dans les positions libres, la femme peut accoucher en moins de 2 heures de temps. Alors que dans la position couchée, elle ira entre 8 heures à 12 heures de temps avant d'aller en fin de travail et ça peut mal finir. Une autre chose que je peux dire très rapidement ici, c'est que on devrait avoir certains matériels en salle, notamment la baignoire de dilatation, ou quand il y a de l'eau tiédie, une femme qui se retrouve dans une baignoire de dilatation se trouve vite délivrée. Et les contractions utérines sont moins douloureuses, la durée du travail d'accouchement est raccourcie, et puis ça facilite l'accouchement. Il y a des thérapies, la thérapie du riz, la thérapie du miroir, de petites manœuvres qu'on pouvait faire pour faciliter la chose. Mais on constate que dans la pratique, les professionnels de santé mettent en œuvre des normes historiques nuisibles pour la santé, sont dans la routinisation, ce qui ne facilite pas la tâche et qui entretient quand même les taux élevés de décès maternel néonatal évitables. D'accord. Vous avez également dit que le conjoint a le droit d'accès en salle de naissance. D'accord. Quel rôle il va donc jouer dans la salle d'accouchement? Déjà, au premier trimestre de la grossesse, au premier contact, on devait recevoir le couple et leur parler un peu des différents rôles à jouer et leur parler de la préparation à la naissance et à la parentalité. Le rôle capital que devrait jouer le conjoint déjà, même avant que la femme ne vienne en travail, c'est qu'il devait être informé du fait qu'il pourrait appliquer la méthode de tendresse, parler au fœtus, parler à son bébé au travers du ventre de la mère, à travers l'ombilic. C'est des méthodes scientifiques qui ont été démontrées qui impactent positivement la santé du fœtus et la santé de la mère. En dehors de cela, on devait lui apprendre à couper le cordon ombilical. Normalement, il ne revient pas à la sage-femme ou au médecin de sectionner le cordon en salle d'accouchement. Quand le bébé sort, il revient au papa de sectionner le cordon, mais on devrait déjà lui apprendre ça. Et autour de 4 mois et demi, le conjoint devrait savoir qu'il doit participer au massage périnéal de la femme en utilisant les ballons de gym. Les ballons de gymnastique, vous allez constater que quand les femmes s'asseyent là-dessus, font des mouvements, des demi-cercles ou des 8, ça facilite, ça sollicite déjà le bassin, ça sollicite le col. Donc le mobile fœtal descend plus tôt, n'attend pas le travail d'accouchement pour descendre et la tête du fœtus étant sur le col, en sollicitant le col, ça permet le ramollissement et l'élasticité, de telle manière qu'au cours du travail d'accouchement, tout se fait facilement. L'autre chose qui est importante qu'on devait dire aussi au conjoint, c'est la sexualité thérapeutique. Le sperme est très riche en prostaglandine naturelle. Vous allez constater qu'en fin de grossesse, les sages-femmes, les gynécos prescrivent des suppositoires aux femmes pour dire qu'on prépare le col à l'accouchement. Mais là-bas, c'est des prostaglandines artificielles, c'est des prostaglandines chimiques, mais qui ont des effets secondaires qui entraînent l'hémorragie de la délivrance. La femme va vite accoucher, certes, mais l'utérus ne pourra pas être tonique pour que les vaisseaux sanguins libérés après la sortie du placenta puissent s'obstruer facilement. Or, quand le monsieur sait très bien que son sperme constitue une thérapie pour la femme et sera utile en temps de travail, il sait déjà qu'à partir de 7 mois et demi, il doit avoir des relations sexuelles rapprochées dans des positions qu'on leur apprenne déjà. Ce n'est pas dans toutes les positions que ça marche. Il faut qu'ils adoptent une position qui permet au sperme de stagner autour du col, de faciliter le ramollissement, etc. Donc toutes ces choses doivent être apprises durant le suivi prénatal et lorsque la femme vient maintenant en travail, le conjoint est déjà bien formé, il sait quel rôle il doit jouer et sa présence même déstresse la femme. C'est la femme stressée qui a un travail très long. Mais quand la femme est avec son époux, l'époux cause avec elle, il y a la musique, il y a la lumière panoramique, il y a tout ce qu'il faut. Le travail se déroule comme si on était à la maison et l'accouchement surprend et le professionnel de santé et la femme et le conjoint. D'accord.
Mettons que nous avons une idée sur ce que c'est que les violences gynécologiques et obstétricales. Dites-nous, quand parle-t-on de refus d'assistance aux victimes de violences gynécologiques et obstétricales? On parle de refus d'assistance aux victimes de VGO lorsque ces victimes se dirigent soit vers les acteurs de leur site de prise en charge. Vous savez, les violences obstétricales surviennent souvent en milieu sanitaire. C'est vrai que parfois, des parents ou d'autres personnes peuvent causer de violences, mais majoritairement, ça survient en milieu obstétrical. Et quand la victime connaît déjà ses droits, c'est qu'elle ira se plaindre, soit à l'administration ou à la cellule de communication de l'établissement de santé pour dire qu'il y a telle ou telle chose qu'elle n'a pas appréciée. Elle pourra parler de ses plaintes, de ses griefs, de son mécontentement. Mais souvent, qu'est-ce qu'on constate? Ces victimes sont rejetées. Et le fait de rejeter la victime, c'est un défaut d'assistance dans le milieu où elle a reçu les soins. L'autre chose, après la mise en exergue de la victime en milieu sanitaire, elle pourrait se diriger vers les centres de prise en charge, notamment les CIPEC VBG ou les institutions d'assistance telles que l'INF et autres. Mais de l'autre côté aussi, le constat au plan pratique, c'est que ces victimes sont rejetées. Ces types de plaintes ne sont pas documentés, ne sont pas pris en compte. Donc on parle de refus d'assistance aux victimes. D'accord. Et quelles sont les formes que peut prendre le refus d'assistance? Les différentes formes que peut prendre le refus d'assistance, nous allons parler déjà des brimades, des moqueries en milieu sanitaire. Et quand la femme vient, elle se plaint, on commence à se moquer d'elle, on lui dit tu étais enceinte, on a suivi ta grossesse, tu viens d'accoucher. Au lieu de nous remercier, tu es ingrate, tu fais ci, pourquoi tu es t'en prendre aux professionnels de santé, etc. Donc il y a des brimades, il y a des moqueries, disons des violences verbales. Maintenant, au niveau des sites d'assistance aux victimes, tels que au niveau des CIPEC ou au niveau de l'INF, on parle d'embûches additionnelles parce que la personne est déjà victime. Et quand une victime vient dans un centre d'assistance ou dans une institution d'assistance aux victimes, elle se dit qu'elle sera mieux accueillie, elle sera écoutée et on pourrait l'assister à rétablir ses droits et à obtenir des réparations. Mais de l'autre côté, quand les violences continuent de la même manière que ça s'est fait en milieu sanitaire, on parle d'embûches additionnelles. Donc non seulement la victime est déjà victime de violences, mais on lui fait des violences supplémentaires. Et au lieu de parler de violences supplémentaires, on parle d'embûches additionnelles. Donc elle est là, elle vient. Si elle a la chance, on l'écoute, ou parfois même on la rabrouille, on lui dit de partir. Ou on l'écoute, elle prend tout son temps, elle parle, elle exprime ses griefs et autres. Et au lieu de documenter, d'ouvrir le dossier, on dit non, il n'y a rien pour ça. Il n'y a pas de certificat médical pour ça, il n'y a pas d'acte à poser. Et d'ailleurs que dans les procédures opérationnelles standards de prise en charge, ou dans le SIDOFE qui est le système d'information sur les données liées à la famille, et la femme et l'enfant, que c'est pas pris en compte. Donc on veut même pas perdre du temps pour ça. Ou d'autres acteurs disent oui, les autorités sanitaires ont dit qu'ils sont en train de réfléchir. Et tant que la réflexion n'est pas menée, la réflexion n'est pas finalisée, on ne veut pas assister à ce type de victimes, on ne veut pas documenter ce type de violence, c'est-à-dire les violences gynécologiques obstétricales. Or, depuis plus de 50 ans, les autorités sanitaires africaines disent qu'ils réfléchissent. La réflexion a trop duré, il faut qu'on agisse. D'accord. Dites-nous, en quoi le refus d'assistance aux victimes de violences gynécologiques obstétricales constitue-t-il une violation des droits humains? Oui, le refus d'assistance constitue une violation des droits humains parce que nous allons constater qu'il y a des droits qui ont été déjà brimés dans les établissements où la victime a subi ces violences, a subi les violences gynécologiques et obstétricales. Et quand la victime se dirige vers un centre d'assistance aux victimes ou une institution d'assistance aux victimes et on refuse de s'occuper d'elle, c'est que d'autres types de droits ont été aussi brimés. Donc il y a une violation des droits humains à tous les niveaux. D'accord. Ouais. Et dites-nous également, quels sont les instruments, ou plutôt quels sont les droits humains qui sont violés par le refus d'assistance? Quand nous prenons le refus d'assistance, déjà en milieu sanitaire ou en milieu obstétrical, les droits qui sont brimés, nous allons nous baser sur les droits fondamentaux des patientes, par exemple, ou des accouchés.
On dit qu'on doit avoir le droit à l'information, le droit d'accès à une assistance, le droit à la sécurité, le droit à la confidentialité, le droit à la continuité des soins, etc. Donc, quand il y a des actes, des comportements, des omissions, des abstentions qui briment déjà les droits de ces femmes et que on continue dans le même désordre, c'est que tous les autres droits aussi sont brimés. Et quand je prends les milieux d'assistance, les structures d'assistance aux victimes telles que les CIPEC ou l'Institut national de la femme, une victime qui va de l'autre côté a droit à l'assistance. Elle a droit d'être écoutée. Elle a le droit d'ester en justice. Elle a le droit de bénéficier de l'assistance judiciaire. Elle a le droit de bénéficier de la réparation des préjudices subis, par exemple. Il y a beaucoup d'autres droits. Donc, lorsque ces types de droits sont brimés, c'est qu'il y a eu violation des droits. Donc, voilà en quelque sorte quelques exemples de droits qui sont violés par le refus d'assistance aux victimes de VGO. D'accord. Et quels sont les instruments juridiques qui protègent, j'y arrive, les droits des victimes de violences gynécologiques et obstétricales? Là encore, avant de citer quelques instruments juridiques, je dois quand même partager avec vous le fait que les professionnels de santé en général, les acteurs des sites d'assistance aux victimes ou des institutions d'assistance aux victimes et même les professionnels de la justice pensent qu'au Bénin, jusqu'à présent, qu'il n'y a pas d'instrument de protection des victimes. Or, ce qui paraît archi faux, c'est vrai. Il n'y a pas une législation spécifique qui parle de prévention et de répression des victimes ou des femmes victimes de violences gynécologiques et obstétricales. Mais quand nous restons dans la globalité, dans la généralité, c'est qu'on a assez d'instruments. Déjà au niveau international, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et quand nous prenons toujours le niveau international, nous avons la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Quand nous venons au plan régional, il y a le protocole de Maputo, qui est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, disons le complément par rapport à la protection des droits des femmes, quand on parle de protocole de Maputo. Il y a la Convention sur les droits de l'enfant. Et quand nous venons au niveau national, nous avons notre constitution et nous avons la législation nationale. Et quand je prends la législation nationale, je voudrais donner une précision par rapport à la loi sur la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes au Bénin. Quand nous prenons cette loi au niveau de l'article 2, alinéa 3, je vais vous lire la disposition. On dit qu'au titre de la présente loi sont également considérées comme des violences faites aux femmes le fait pour un agent médical, paramédical, de ne pas apporter à une femme au cours d'un accouchement toute la diligence requise ou de s'abstenir d'accomplir son devoir professionnel. Donc beaucoup ne connaissent pas, sinon beaucoup méconnaissent cette disposition et pensent qu'au Bénin, il n'y a aucun test qui régisse la protection des victimes de VGO. Donc, ce sont ces instruments que je peux vous citer pêle-mêle. Je m'en voudrais de ne pas revenir sur l'une de vos explications. Ouais. On dit que les parents sont responsables de leurs enfants. Et en Afrique, les enfants ne peuvent pas s'opposer aux décisions des parents. Voilà que vous nous dites que le parent qui demande à vérifier la virginité de sa fille orchestre violences gynécologiques et obstétricales. Les enfants doivent refuser cet état de choses à leurs parents dans notre contexte africain. Déjà, il faudrait qu'on fasse la grande sensibilisation pour que le parent sache qu'il ne sert à rien d'aller contrôler la virginité d'une fille. Et quand nous voulons aller plus loin, parfois, il y a des hymens qui sont complaisants. La fille a régulièrement ses rapports sexuels, mais l'examen de l'hymen ne va pas permettre au gynéco de dire oui, elle a les relations sexuelles, non, elle n'en a pas. Et quand on va encore plus en détail, il y a beaucoup de filles qui réellement n'avaient pas de relations sexuelles, mais par la restitution non fondée ou la restitution injuste faite aux parents de l'examen gynécologique, de l'examen de l'hymen, sont allés à l'acte sexuel et ont chopé des IST.
et d'autres ont même malheureusement ont chopé le VIH. Donc il ne sert à rien d'éveiller la conscience de la fille de façon négative sur la sexualité. Ce qui importe, c'est les échanges, la communication parent-enfant, montrer à l'enfant quels sont les risques qu'il encourt, lui donner les conseils et l'accompagner dans sa sexualité. D'accord, ne pas contrôler la virginité. Non, on n'en a pas besoin. D'accord. Ça ne sert à rien, ni sociologiquement, ni scientifiquement, ni médicalement. Et c'est retracé, il suffit d'aller cliquer et de lire les violences afférentes au contrôle de la virginité. On va voir que c'est un traitement inhumain dégradant. Quelles sont les solutions pour lutter contre le refus d'assistance aux victimes de violences gynécologiques et obstétricales? La grande solution préconisée par les défenseurs, les activistes, et qui est même recommandée au niveau de la législation, c'est le fait d'exiger aux professionnels de santé de rendre compte. Les victimes devraient normalement se mettre en groupement, en association, pour lutter contre les violences qu'elles subissent au quotidien. Quand on va plus loin, si l'État avait mis en place une législation, une réglementation pour un suivi, disons pour l'identification de ces VGO, le suivi, la prévention, la répression, etc., les professionnels de santé n'allaient pas avoir le courage de continuer. Vous savez, dans certaines structures de l'Atlantique et du littoral, nous avons eu la chance d'avoir l'accompagnement de la JICA en 2015 et 2019. Et il y a un CHU de niveau 3 dans lequel on avait beaucoup milité contre les violences infligées aux femmes. Je vous avoue que en 2016, on avait eu 2170 plaintes. En 2017, 1048. En 2018, 500 et quelques. Cela voudra dire quoi? Quand il y a un suivi strict de la documentation de la voix des usagers ou de la voix des victimes, les agents de santé ont peur d'infliger les violences. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait des registres qu'on avait mis en place, les registres de soins maternels respectueux. Dans ces registres, il y avait la documentation de la voix des usagers, de la voix des victimes. Soit la personne est très satisfaite, soit la personne est satisfaite, soit la personne est peu satisfaite ou non satisfaite. Et il fallait voir quelles sont les causes d'insatisfaction ou de satisfaction. Et dans les causes d'insatisfaction, on essayait de documenter, de faire un catalogue des plaintes, de faire, de sortir la typologie des VGO subis et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire. On faisait des réunions et on échangeait autour de ces types de violences et on mettait les professionnels de santé devant leurs responsabilités et cela a permis un tant soit peu de les réduire. Cela voudra dire quoi? On doit élargir cela à toutes les autres institutions de la République. Parce que quand je suis violentée, quand je suis victime de VGO en milieu sanitaire et que je me dirige en milieu social, ou que je me dirige par exemple à l'INF qui est l'Institut national de la femme et qui s'occupe de la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard de la femme et du leadership féminin, c'est qu'on devrait avoir des statistiques, des données quantitatives et qualitatives liées à ces violences. Et l'INF ou les autres structures devaient agir pour qu'on puisse savoir que le fait d'exercer les violences gynécologiques et obstétricales, c'est une infraction qui est punissable. Vous comprenez? On va plus loin. Et quand on prend le SIDOFE, ce système d'information qui ne retrace pas les violences gynécologiques et obstétricales jusqu'à ce jour, mais qui constitue la plateforme qui est utilisée, la plateforme nationale reconnue au plan régional qui est utilisée. Et quand les PTF ou les gouvernants ou toute personne voudrait agir sur les violences, c'est au niveau de cette plateforme qu'on se renseigne. Mais quand cette plateforme ne renseigne aucunement sur les VGO, vous voyez qu'il y aura du désordre, il y aura tout ce qu'il faut. Donc il suffit de faire un suivi correct au niveau de toutes les institutions et on pourra réduire de façon tangible ces VGO. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Qu'avez-vous à dire en guise de conclusion? En guise de conclusion, je dirais qu'au niveau de la justice, il faudrait que les victimes qui ont le courage d'ester en justice soient entendues,
et que leur cause soit jugée et qu'elles puissent bénéficier de la réparation des préjudices subis. Je pense que même s'il n'y a pas encore une législation spécifique sur les violences gynécologiques et obstétricales, tous les instruments que nous avons cités permettent quand même aux magistrats de reconvertir les actes subis dans les infractions qui existent déjà dans le code pénal. Nous vous disons merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Le refus d'assistance aux victimes de violences gynécologiques et obstétricales, une violation flagrante des droits humains. C'était le thème de cette émission et pour en parler, nous avons reçu Annick Nonohou. Elle est sage-femme, juriste spécialiste en droits humains, experte en droit de la santé et lanceuse d'alerte sur les violences gynécologiques et obstétricales, fondatrice du réseau des soignants amis des patients. Merci de nous avoir suivis. À ce micro, je suis restée Nadira Tibiokwerigé, collaboration technique Tibus Arerereno. À la prochaine.